Et je vais reprendre, puisqu'on était, moi j'avais terminé le dernier cours sur la fin de la thermo. Vous avez maintenant eu la fin de la thermo, donc la thermo est théoriquement complète. Je vais refaire le point, comme je vous l'avais dit, avec Yves Guillaume, histoire d'être sûr de tout ce qui a été dit, et donc de ce qui sera examiné en UE1 et de ce qui sera examiné en UE3. Donc lundi matin, d'accord, je vous éclaircis ça de manière à ce que ce soit parfaitement clair. Où s'arrête l'UE1, où commence l'UE3. Mais on fait le point simplement ensemble, histoire d'être sûr de pas... voilà, on sait où on était supposé s'arrêter, on va vérifier que c'est bien le cas. Voilà. En attendant, je vous avais posé, au début de ce que j'ai fait en thermo, une petite question, que sais-je, comme d'habitude. D'accord ? Cette question, c'était pourquoi est-ce qu'on peut rester plusieurs dizaines de minutes dans un sauna? Qu'on soit bien d'accord, hein, plusieurs dizaines de minutes dans un sauna, ce n'est pas recommandé pour la santé, mais on peut, d'accord, le faire. Alors qu'il est à 100, 110 degrés, d'accord, mais qu'à peine quelques secondes, vraiment pas longtemps, suffisent à brûler avec de l'eau qui est finalement à une température plus basse, 70-80 degrés. C'est le chauffe-eau qui est mal réglé, d'accord? Vous mettez les doigts dessous et vous les ressortez, ils sont tout rouges, d'accord? Et ils font vraiment mal, hein, c'est ça, c'est cette situation-là, ok? Ou c'est la boisson chaude que vous êtes en train de boire qui s'est renversée et, encore une fois, c'est franchement rouge, d'accord? Et ça fait franchement mal. Donc c'est vraiment, voilà, un début de brûlure. Et peut-être que certains d'entre vous ont déjà malheureusement expérimenté le fait de poser les doigts sur la plaque chauffante qui n'est pas encore tout à fait refroidie, d'accord? Et ça aussi, ça fait franchement mal. Et pourtant, elle a déjà bien refroidi la plaque. Pas de problème. Ce qui est quand même curieux dans l'histoire, ici, c'est que finalement, les températures sont de plus en plus basses, mais les effets, eux, ne diminuent pas. D'accord ? Comme s'il n'y avait pas de corrélation avec la température, mais avec autre chose. Et dans les faits, c'est exactement ça. La température, ce n'est pas qu'elle est sans importance, mais il y a un phénomène ici qui est bien plus important que la température dans ce qui est décrit avant. La température, vous vous rappelez, elle est liée à la moyenne de l'énergie d'agitation des particules. D'accord ? C'est ce 1,5 de mv carré, mais c'est V moyen. Donc c'est une moyenne de l'agitation. Okay ? Donc ça qualifie, oui, quelque part, le degré d'agitation des éléments qui sont présents. Mais si des éléments, il y en a très peu, fondamentalement, de l'énergie cinétique au total, il n'y en a quasiment pas. On a des excités, ça c'est clair, mais pas beaucoup d'excités. Et cette énergie cinétique globale, cette fois-ci, si on la somme, on ne la moyenne pas, on la somme. Ce que l'on a, ce n'est pas directement la quantité de chaleur, d'accord ? Mais c'est directement proportionnel à la quantité de chaleur. On a donc la somme des énergies cinétiques, c'est la chaleur, la moyenne, c'est la température. Il y a une toute petite approximation, mais qui n'est pas gênante dans ce que je viens de dire, d'accord ? On peut le prendre tel quel. Ce qui veut dire que si j'ai beaucoup de matière, même à une température un peu plus basse, j'ai énormément d'énergie thermique. Si j'ai peu de matière, même à une plus haute température, j'ai finalement peu d'énergie thermique. Eh bien, ce qui se passe quand vous êtes dans le sauna, ou quand vous glissez les mains simplement pour aller mettre un peu de sauce sur le poulet qui est en train de cuire dans le four, et le four qui est à 250 degrés, d'accord ? Vous ne ressortez pas avec la main toute brûlée. Vous ne ressortez pas cuit du sauna. Mais parce que ce qui entoure votre main, c'est de l'air. Donc une quantité de matière qui est extrêmement ténue, très faible. Donc oui, elle est à haute température, cette matière, mais elle contient très peu d'énergie thermique. Si elle contient très peu d'énergie thermique, elle ne peut pas vous en donner beaucoup. D'accord ? Se rajoute en plus un phénomène dans le cas particulier de l'air. Vous vous rappelez ? C'était dans le tableau. L'air est un très mauvais conducteur de la chaleur.
Donc non seulement il contient peu d'énergie thermique, mais en plus il la transmet lentement. Vous avez largement le temps de vous réchauffer tranquillement dans le sauna et de mettre vos cuillères de sauce, sur le poulet pour qu'il ne brûle pas. Et quand vous ressortez, oui, vous avez chaud à la main, mais elle n'est pas cramée, elle n'est pas cuite. D'accord ? Maintenant, ceux qui font un peu de cuisine le savent. Ceux qui sont allés au sauna aussi. Si on met un verre d'eau dans le four, ou s'il y a un crétin dans le sauna qui balance de l'eau sur les pierres qui sont brûlantes, d'un seul coup, on a vachement plus chaud et le poulet cuit aussi vachement plus vite. Pourquoi ? Parce qu'on a changé la composition de l'air. Il y a beaucoup d'eau maintenant à l'intérieur, il y a de la vapeur d'eau. Et la vapeur d'eau, 1, stocke beaucoup plus d'énergie. 2, va ensuite éventuellement recondenser à la surface du corps plus froid. Vous, quand vous êtes dans le sauna, d'accord, ou votre poulet qui est en train de cuire. Et en se recondensant, va transmettre plus rapidement de la chaleur. Et 3 est un meilleur conducteur de la chaleur. En gros, le verre d'eau sur les pierres dans le sauna, dans le four, va accélérer la transmission de chaleur sur le corps que l'on a placé à l'intérieur. OK ? Le poulet ou vous, comme vous le souhaitez. C'est clair ? Donc c'est normal. Dire, on n'a pas de raison de cuire dans un sauna. Par contre, quand on met les doigts sous l'eau chaude, là, c'est différent. L'eau qui est en train de couler, c'est de la matière condensée. Une très grande quantité de matière dans un tout petit volume. Donc, même si la température est plus basse, on n'est pas du tout dans la même échelle en quantité d'énergie contenue par gramme ou par unité de volume, par millilitre d'eau qui coule sur votre peau. Donc oui, comme la température est plus basse, ça va fondamentalement, c'est une histoire de transfert de chaleur. Vous vous rappelez, dans la loi de Fournier, il y avait un dt. Donc la différence de température par rapport à votre peau est un peu moins élevée, mais la quantité de chaleur à transmettre n'est sans commune mesure par rapport à l'air. Donc il y a beaucoup de chaleur qui est transmise. L'eau liquide est un bon conducteur, d'accord ? Pas exceptionnel, mais un bon conducteur de la chaleur. Vous cramez les doigts en quelques secondes. Et c'est encore pire avec la plaque chauffante, d'accord ? C'est de la matière solide, lourde en plus, c'est du verre essentiellement, d'accord, c'est une plaque en verre à la surface, qui contient donc énormément d'énergie, qui va être transmise très rapidement au doigt, parce qu'en plus, si c'est une plaque chauffante, il faut qu'elle conduise bien la chaleur, parce que sinon c'est crétin, d'accord ? Donc elle conduit très bien la chaleur, elle stocke énormément d'énergie, les doigts y collent sur la plaque en quelques secondes. OK ? Tout ce que je viens de raconter là, c'était contenu quelque part dans les deux cours. C'est une interprétation, simplement, de ce qui se trouve à l'intérieur. D'accord ? Capacité calorifique, vous venez d'entendre parler, la quantité de chaleur qu'on peut stocker dans 1 gramme ou dans 1 millilitre de matière. C'est ce que vous venez de voir à l'instant avec Yves Guillaume. La loi de Fournier, qui explique que ça se transmet un peu plus vite ou un peu plus lentement. Et l'idée de ce qu'est la température que l'on a vue ensemble. Ces lois-là, on va vous demander de les utiliser dans des exercices qui sont quelquefois un peu déconnectés de la réalité, mais vous voyez qu'on peut tout reconnecter très rapidement à la réalité. C'est bon ?